revenir sur l'histoire et de constater que ça a été vraiment une longue conquête, que ces droits, véritablement, on doit les défendre. Donc je suis ravie d'être ici pour vous parler d'histoire et d'audoise valeureuse. Alors en effet, dans la préparation de ce livre, qui contient 50 portraits, il a été assez compliqué de faire émerger des figures de femmes, tant elles ont été invisibilisées dans l'histoire. Alors je m'inscris dans une section de l'histoire qui est l'histoire des représentations. Alors je vais consacrer mon doctorat à l'Alsace-Lorraine, et c'est vrai que dans cette histoire-là, les femmes que je rencontrais étaient des femmes symboliques. C'était l'Alsacienne, c'était Marianne, la République. Et contrebalançant ce féminin symbolique, il y a finalement l'image du grand homme, qui a été valorisée dans le roman national, diffusé par l'école et par les historiens de la Troisième République. Alors il est remarquable de constater que cette histoire, elle a été écrite par des hommes, Michelet, Mallet-Isaac, Seignobos, etc. Donc on célèbre le grand homme qui peut être un scientifique, qui peut être un chef de guerre, qui peut être un penseur, Diderot, Voltaire, etc. Et dans ce panthéon, les femmes sont bien rares. Alors Jeanne d'Arc est une exception, généralement citée dans les manuels scolaires, et elle est rejointe plus tard par Marie Curie. Et finalement, on constate que les historiennes chefs de file, elles arrivent finalement tardivement. Les historiennes importantes, eh bien, ce sont les années 80 finalement du siècle passé. Alors je n'en citerai qu'une, il y en a énormément, mais Michel Perrault par exemple, qui a écrit cette belle encyclopédie de l'histoire des femmes, mais co-signée avec un homme finalement, avec Georges Duby. Donc même au XXe siècle, on a besoin de la caution masculine pour un travail scientifique féminin. Donc des femmes invisibilisées, et on peut se poser la question avec ce grand philosophe Patrick Juvet, où sont les femmes finalement? Et ces femmes, elles sont effacées aussi de l'espace public. Il faut se rappeler que quand même que, je pense, encore au milieu du XXe siècle, les femmes ne sont dans des cafés ou dans des espaces publics que si elles ont vraiment une raison d'y être, si elles ont une activité à accomplir. Donc elles n'accèdent pas facilement à l'espace public, et elles y accèdent accompagnées de manière générale. C'est le cas évidemment à la Belle Époque, mais ça perdure encore au XXe siècle. Et donc cette absence physique des femmes dans l'espace public, on la constate encore aujourd'hui, puisque si on regarde des photographies de promotion d'écoles d'ingénieurs, eh bien les filles, ils sont encore rares. Elles ne constituent que 20% des effectifs des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc il y a 20 ans, si on regardait des photos du gouvernement, les femmes aussi étaient rares. Donc ces conquêtes de droits, elles ont été lentes, elles ont été longues, et il est bon de se le rappeler. Et on vit toujours dans un déficit d'image et de représentation féminine dans l'espace public. Donc je vous donne un exemple. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. Hop. Voilà, je prends simplement l'exemple des odonymes, des noms de rue. 6% des odonymes sont attribués à une femme en France, encore aujourd'hui. 6% seulement. Alors j'ai pris un contre-exemple à Limoux, puisque la rue de l'Hospice est devenue rue du docteur Madeleine Bresse, qui a été la première femme médecin à décrocher un diplôme de médecine, enfin à pouvoir obtenir un diplôme de médecine à la fin du 19e siècle. C'était une gardoise. Mais 6%, c'est finalement peu. Alors c'est vrai que les choses changent aujourd'hui, mais elles changent très très lentement. Alors il y a une exception amusante qui est celle du département de l'Indre, qui rend hommage fréquemment à une femme qui est George Sand. Et alors, bon, il y a un peu d'ironie à constater que Aurore Dupin, elle a dû finalement
faire reconnaître son talent sous un pseudonyme masculin, finalement. Alors il y a une autre image que j'aime bien montrer, c'est cette affiche conçue par les Guerrilla Girls dans les années 89-90 au sujet des femmes artistes. Et elle constate, et la statistique n'a pas énormément changé aujourd'hui, elle constatait que 5% des artistes exposés dans les musées américains, seulement 5% étaient des femmes. Voilà, aujourd'hui on doit être à 7% dans les musées français. Et elles ajoutaient que, par contre, 85% des nus sont des nus féminins. Donc, faut-il être nu pour entrer au Met? Voilà, c'est la question que l'on peut se poser. Alors, j'aimerais souligner que quand même, nous avons une exception audoise, qui est celle de Marie Petier, qui est l'une des rares femmes, finalement, une des rares artistes, à avoir un musée à son nom, à Limoux. Voilà, et cela dès 1880, musée qui est sa maison natale. Et cette artiste, finalement, elle a un destin assez atypique. Je trouve qu'il mériterait d'être revalorisé. Alors, il est amusant aussi de constater qu'elle était mariée avec Dujardin Baumès, qui a été sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, et elle s'est spécialisée dans la peinture, dans des portraits, dans des tableaux représentant des femmes, des scènes de genre, des scènes de la vie des femmes, finalement. Et c'est pour ça que ces tableaux voyagent aujourd'hui. Les blanchisseuses participent à de grandes expositions internationales, alors que son mari, lui, peignait des tableaux militaires représentant des scènes de la guerre de 1870. Donc je trouve que c'est un contraste de couple et de peinture assez représentatif du 19e siècle, et en tout cas, voilà, c'est amusant en tout cas à constater. Alors, finalement, faut-il, quand on est femme, être rebelle pour trouver son chemin et pour se rendre visible? Alors, on peut s'arrêter sur ce mot de rebelle, et on peut constater que les trois femmes dont je vais vous parler aujourd'hui un peu précisément, Philippine Crouzat, Yvette Chassagne ou Jeanne Philbert, eh bien, sans être révolutionnaires, et d'ailleurs parfois elles incarnent l'autorité, puisque Yvette Chassagne est la première femme nommée préfet, et Philippine Crouzat a été institutrice. J'ai pas testé le micro, vous m'entendez bien? Donc, ces femmes, finalement, sans être des révolutionnaires, eh bien, elles s'élèvent contre le cours de l'histoire et contre des injustices. Elles s'opposent, en tout cas, d'une certaine manière, à l'ordre social ou à l'autorité légitime d'un temps. Elles savent dire non aux faits accomplis, et elles ont pour point commun, toutes les trois, d'avoir été résistantes, voilà, pendant la guerre, pendant l'occupation. Et donc, je reviendrai dans leur parcours sur ce point commun. Le second point commun, c'est que ce sont des pionnières, chacune dans sa voie. Elles ouvrent un chemin nouveau, finalement. Et ce que je constate aussi, me semble-t-il, c'est qu'il faut tout de même des circonstances assez exceptionnelles pour échapper à un destin anonyme et se frayer un chemin singulier. Ce sont des vies souvent marquées par des failles, qui fissurent un peu le cours habituel des choses, et dans lequel elles trouvent une liberté d'action. Je veux dire que, voilà, veuves ou orphelines, elles sont un petit peu en marge des conventions habituelles, et ça leur donne une certaine liberté d'action, me semble-t-il. Alors, je vais traiter chacun de ces profils de manière chronologique, en fait, commençant par Philippine Crouzat, qui est la doyenne de mon trio. Et j'aimerais préciser que si certaines de ces audoises sont natives du département, je n'ai pas simplement considéré le droit du sol. D'autres ont vécu une étape importante de leur vie dans l'Aude, et à ce titre, il est tout à fait légitime qu'elles y soient. C'est le cas notamment d'une personnalité aussi forte et marquante qu'est Cérès Franco, qui elle aussi est une sacrée rebelle, mériterait un développement, peut-être on en parlera tout à l'heure.
Donc, je voulais vous parler d'abord de Philippine Crouzat. Philippine Bataillé-Crouzat, qui est née en 1886, qui est l'institutrice militante. Alors, on pourrait l'appeler aujourd'hui, selon l'expression de la philosophe Chantal Jacquet, une transfuge de classe. Parce qu'elle s'échappe finalement de sa condition première. Et c'est assez commun finalement sous la Troisième République. Elle est née à Villalba, dans une famille assez humble, d'artisans vanniers. Elle est fille unique. Elle est la fille de François et Marie Bataillé, qui ont la particularité d'être libres penseurs. La libre pensée, c'est ce courant, illustré par Jules Simon, qui est à la pointe du combat républicain et anticlérical au XIXe siècle. Et donc, elle va lentement construire, enfin lentement, pas du tout lentement, mais elle va construire son destin finalement grâce à l'école de la Troisième République. 5 ans avant sa naissance, en effet, Jules Ferry a rendu l'école gratuite et obligatoire. Et donc, il permet à tous les enfants, ruraux ou citadins, garçons ou filles, d'accéder à l'école, d'accéder à l'éducation. Et donc ça, c'est une véritable révolution, tout de même, à l'échelle française. Et l'école normale des filles à Carcassonne est construite en 1882. Et donc, elle participe à ce renouvellement de la société par l'école, par l'enseignement. La génération qui sortira des bancs de l'école, là, en 1914, pour prendre une date clé, est la première à savoir écrire, quoi. C'est assez spectaculaire. Donc, Philippine Crouzat, voilà, elle participe de ce mouvement. Alors, on observe aussi une sorte d'endogamie professionnelle. Elle épouse un instituteur, Jean Crouzat, et on peut faire un parallèle avec une autre famille, avec les parents de Gaston Bonheur. Gaston Bonheur, qui a été le directeur de Paris Match à la grande époque. Voilà, et Gaston Bonheur, c'est le fils de 2 instituteurs, Jean Tessèdre et Jeanne Bonheur, qui sont contemporains de Philippine Crouzat, qui sont nés en 1882. Et tout comme Philippine, ils sont leur premier poste dans la Haute-Vallée de l'Aude. Philippine et son mari, alors c'est vrai que c'était pratique, hein, il y avait encore école de filles, école de garçons, et donc on nommait des couples dans des villages, donc, qui sont nommés à Escouloubre, tandis que la famille de Gaston Bonheur, elle, s'installe à Belleviane. Donc d'abord, la première étape, c'est la Haute-Vallée de l'Aude. Et puis le destin commun ne s'arrête pas là. Au moment de la mobilisation, les 2 instituteurs sont évidemment mobilisés, partent à la guerre, et le père de Gaston Bonheur mourra dès septembre 1914 dans les assauts de la guerre de mouvement. Et le mari de Philippine Crouzat, Jean, lui, mourra de la grippe espagnole en 1918. Donc les deux ne reviennent pas de la guerre. À ce moment-là, Philippine est institutrice à Villegly. Voilà, et comme elle est institutrice, elle a aussi des fonctions de secrétaire de mairie. Et donc elle rédige les carnets de guerre, les notes de guerre. Donc elle liste. Donc ces carnets sont aux archives, sont ici, pas très loin. Et donc elle liste voilà, les départs, elle prend note de tout ce qui se passe dans le village lié à la guerre. Voilà. Mais sans trop de fioritures, on sent que c'est une femme pragmatique, hein, elle va droit au but. Donc, Philippine, voilà, 1918, elle se retrouve veuve, donc elle élève sa fille, elle se consacre à son métier d'institutrice et elle a un engagement syndical très fort aussi. Elle contribue à la création de la section audoise du syndicat national des instituteurs, dont elle sera longtemps la secrétaire aussi. Voilà. Je fais un petit bond dans le temps. Dans les années 30, elle
elle est directrice de l'école d'application de la Cité, donc elle forme les jeunes collègues et elle participe au comité d'action, enfin, au comité antifasciste qui existe à Carcassonne et qui s'élève contre les discours nauséabonds d'un Philippe Henriot, par exemple, qui vient discourir à Carcassonne et dans l'Aude à ce moment-là. Donc voilà, clairement, elle a choisi son camp depuis longtemps. En 1936, c'est un document qui m'a été confié par son petit-fils François Bacade. Elle a un passeport et avec un visa d'entrée en Espagne en avril 1936. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle fait en Espagne à ce moment-là, mais ce qui est avéré, c'est qu'en 1939, elle participe activement à l'accueil d'enfants réfugiés espagnols. Voilà. Donc tout naturellement, pendant la guerre, elle participe au mouvement Combat qui est dirigé à Carcassonne par le professeur Albert Piccolo. Mouvement Combat qui va intégrer en 1943 le MUR, c'est-à-dire le mouvement unifié de la résistance. Donc en tant que résistante, elle a le pseudonyme de Rose et spécifiquement, elle dirige le service social clandestin, c'est-à-dire le service qui va apporter de l'aide aux familles dont l'homme a rejoint le maquis ou a été fait prisonnier. Voilà. En 1945, elle fait partie du comité de libération de l'Aude et elle est l'une des premières médaillées de la résistance. Elle reçoit une médaille le 16 juin 1945. Donc une femme très discrète, je dirais, mais très active et efficace dans ce qu'elle fait. Alors son heure, finalement, enfin je veux dire le moment où elle devient peut-être le plus visible, c'est en 1945, au moment des premières législatives, où les femmes vont pouvoir voter, 96 ans après les hommes. Il était temps, la France n'a pas été quand même très rapide sur cette question-là. Et donc, elle fait partie de la liste des 4 candidats présentés par la SFIO, avec Georges Guille, Lacroix, pardon, alors j'ai oublié son prénom, c'est le frère, Marius Lacroix, qui est le frère du maire de Narbonne, qui a été déporté, qui a été résistant et déporté et mort en déportation. Donc son frère, en quelque sorte, reprend le flambeau politique. Antoine Courrière et donc Philippine Crouzat en 4e position sur la liste. Donc une femme, c'est bien, mais si on lit attentivement la profession de foi, on souligne que voilà, elle saura, avec sa féminité, défendre la cause féminine dont on a tellement besoin. Enfin, il y a un progrès, mais on sent que quand même on lui donne les questions sociales, quoi. Hein. Elle n'est pas en tête de liste. Et puis moi, je trouve que sur les photos, les 3 hommes sont de face, elle est de profil avec une photo toute moche. Bon, c'est un progrès, mais c'est un progrès un peu. Voilà, enfin, c'est un premier pas, on va dire. Voilà, c'est un premier pas. Alors, elle n'est pas élue, hein, elle n'est pas élue, c'est Georges Guille qui est un brillant orateur, hein, vraiment, il faut que je me penche sur son profil un peu plus là, parce que j'ai vu ça un peu trop rapidement. Bref, on manque toujours de temps. Donc Georges Guille est élu, Lacroix, qui est quand même sur Narbonne, et puis Albert Gault pour le centre l'Abbé Gault, qui a été très actif pendant la résistance, qui a sauvé des enfants juifs et qui sera fait juste parmi les nations. Donc une figure vraiment voilà, que j'ai vraiment découvert et qui dans le livre, hein, parce que je trouve qu'il a vraiment un profil très riche. Bon bref, il y a une exposition d'ailleurs de quelques documents qui s'arrêtent sur ces élections de 1945, vous pouvez les observer dans le couloir. Donc, elle revient finalement dans l'anonymat, Philippine Crouzat, mais elle reste hyper active, et surtout, entre 1947 et 1965, elle va avoir des fonctions municipales, hein, elle va être élue, elle sera même 3e adjointe,
en charge, je vous le donne en mille, non pas du sport, mais des questions sociales. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal quand même. Bon, elle s'intéresse à la question, hein. Elle est l'une des premières adhérentes de la Maternité Heureuse, qui est une association qui précède le planning familial et qui œuvre pour informer sur la contraception, pour développer finalement la contraception, et qui lutte surtout pour modifier la loi de 1920 qui interdisait la contraception. Voilà, donc elle est sur ces questions-là. Donc une vie discrète, austère aussi, si j'en crois son petit-fils, qui est mise au service de l'enseignement, certes, de l'engagement syndical et d'une action en faveur des femmes. Hein. Elle reste très très proche de ces questions. Voilà, un moment où c'est encore tout à fait tabou de parler et interdit même de parler de contraception. Donc ça, c'était vraiment le premier profil dont j'avais envie de parler, parce que, voilà, il me semble important de remettre en valeur des figures très actives et qui ont une conscience, comment dire, sur un fil, hein, tout au long de leur vie. Voilà. Des femmes de l'ombre, mais très actives, qu'il faut remettre en lumière. Alors la seconde femme dont je voulais parler, c'est une Limouxine. Alors on passe de Carcassonne à Limoux. C'est Jeanne Philbert, femme de lettres, née quelques années après Philippine, 1898. Elle est née place de la République à Limoux, au-dessus des grands établissements, des magasins modernes, des grands établissements Vaquet et Rivière. Alors c'est une autrice quand même, elle est autrice de près de 200 romans. Alors on l'appelait à l'époque la femme aux 100 romans. Mais bon, moi j'ai compté, elle a écrit près de 200, ce qui fait 3 romans par an pratiquement. Donc elle avait une plume facile. Et elle était spécialisée dans un genre qui était méprisé par les hommes et par la grande littérature, puisqu'elle écrivait des romans sentimentaux. Mais quand même, j'en ai lu un, parce que bon, moi aussi, je suis un peu, voilà, je suis plutôt Gallimard que Taillandier, mais j'en ai lu un, et franchement, à y regarder de près, elle a un vocabulaire très recherché. Il fallait que j'aie recours au dictionnaire quand même, plusieurs fois, enfin pas à tous les mots, bien sûr. Bon. Elle a un sens du dialogue, un sens du récit et du suspense, et surtout, elle questionne la condition féminine. C'est ce qui nous intéresse ici. Et je voulais vous parler spécifiquement d'un de ces romans qu'elle situe à Limoux. Alors s'il y a des Limouxins dans la salle, c'est intéressant parce que du coup on retrouve complètement le paysage et la société limouxine. C'est l'Armoire normande qu'elle écrit en 1934. Et dans lequel elle revient, enfin on voit des parallèles avec son enfance. Alors je vous disais que c'était des failles de vie dans lesquelles elles surgissent, ces femmes. Eh bien elle a perdu très tôt sa mère, et donc elle a été élevée par ses tantes maternelles. Et bien finalement, elle raconte que voilà, elle a été éduquée chez les sœurs à Limoux, institution qui a été longtemps très, très importante, et que c'est une éducation un petit peu avec des œillères, et que finalement, bon voilà, on lui apprend à coudre, et on lui apprend à tenir un ménage. Et elle écrit dans ce roman, enfin son héroïne, elle fait dire à son héroïne, on me forçait à vivre avec des œillères pour me remettre un jour docile, charmée, entre les mains d'un mari très riche, très important, très bourgeois. Voilà, un destin tout tracé pour une jeune fille jolie comme elle était. Est-ce qu'elle a fait des études ? Alors justement, oui, elle a fait des études à Carcassonne, elle a échappé à ce destin. Elle est allée au lycée à Carcassonne et ensuite, elle a occupé un premier emploi en Algérie. Elle a été professeure de couture, comme quoi finalement la couture, voilà, ça peut être utile. Donc dans une école de couture, elle a donné des cours et elle rompt un peu. C'est intéressant, Gaston Brunner, il dit finalement la Troisième République, elle ouvre aux ruraux
à une France rurale des horizons inédits, par l'école et par les colonies. Et l'Algérie étant un département français, bon voilà, elle se retrouve à 20 ans en Algérie, elle fréquente, elle est liée au milieu de l'aviation. Alors là, il faut que je farfouille un peu, mais Védrine, qui s'est posée avec son avion à Limoux, est un ami de la famille. Et elle va nouer une amitié très forte avec Maryse Bastier, qui est une pionnière de l'aviation. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'en Algérie, elle rencontre un aviateur, qu'elle a une enfant avec lui, et qu'elle revient, bon, que cet aviateur disparaît, je ne sais pas trop comment, et qu'elle revient en France, dans l'Aude, fille-mère. Voilà, ça ne se fait pas du tout dans les années 1922. Voilà, donc c'est une... quand même, hein, elle est assez audacieuse, hein, je trouve. Bon, bref, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on observe aussi à travers son livre, et ça c'est intéressant aussi pour l'historien, que la femme, elle est finalement difficile à détecter dans les archives à cause de son patronyme, puisqu'elle perd son patronyme quand elle se marie. La femme mariée disparaît finalement et adopte complètement le nom, non seulement le nom, mais aussi le prénom de son mari. Donc son héroïne, tout d'un coup, devient Madame Rémy Couder. Voilà, elle n'a plus son identité propre, finalement. Et ça pose une difficulté pour l'historien, pour la retrouver. Et elle, en l'occurrence, je la cherchais dans les archives de la Société des gens de lettres à laquelle elle appartient dès 1929, et elle n'apparaissait que sous le nom de son second mari, qui s'appelle Corrado. Voilà. Et donc il n'y avait pas de Jeanne Philbert, ni de Magali, Magali étant son pseudonyme. Pseudonyme, hein, s'il vous plaît, qui lui a été donné par Frédéric Mistral quand même. Elle entame une correspondance avec lui toute jeune, elle est adolescente, et elle va lui écrire jusqu'à sa mort en 1914. Et c'est lui qui l'adoube finalement dans le monde des lettres. Voilà. Alors au passage, oui, Jeanne Philbert, elle est très novatrice quand même. Hein. C'est une cougar. C'est une cougar. Après-guerre, bon, je saute une étape. Hein. Après-guerre, elle épouse donc son second mari, qui est de 13 ans son cadet. Alors moi je trouve que c'est un vrai signe de réussite quand même féminine, ce mariage, quoi. Enfin, franchement. Donc un parcours remarquable et singulier, qu'elle trace toute seule à la force de sa plume finalement, puisque dès 1927, elle reçoit le prix Max Duveuzy. Alors Max Duveuzy, c'est le pseudonyme d'Alphonsine Vavasseur, qui était une écrivaine de romans sentimentaux aussi, très prolixe. Et voilà, déjà, dès 1927, Magali est reconnue en tant qu'écrivaine. Et elle va réussir à vivre de sa plume. Entre-temps, en 1925, je ne me souviens plus, elle a épousé à Montauban un écrivain belge, donc je reviens à Jeanne, hein, à Jeanne Philbert. Elle a épousé un écrivain belge qui s'appelle Idier, Maurice Idier, voilà, qui lui-même écrivait des romans d'aventure, des romans sentimentaux, voilà, de la littérature de ce style-là. Ils vont coécrire des livres et elle va être un peu son nègre quand même. Alors au bout de 4-5 ans, bon, elle divorce hein, et elle vole de ses propres ailes. Assez rapidement. Donc, une femme avec beaucoup de caractère et d'autonomie. Voilà. Oui, Marcel Idier, ça y est, je viens de retrouver son prénom. Autre épisode important, en 1940, elle va écrire un livre qui s'appelle L'enveloppe au cachet bleu, qui traite, je pense, un petit peu de la débâcle. Alors, je dois avouer que je ne l'ai pas lu, mais c'est ma prochaine lecture. Et ce livre, lui donne des galons finalement parce qu'il est inscrit sur la liste auto des livres interdits de publication. Voilà, donc quand même. Et à ce moment-là, parce que c'est une femme de conviction aussi, elle retrouve à Toulouse, hein, elle redescend dans le sud, elle vit à Paris, elle redescend dans le sud à Toulouse et elle retrouve rue Pharaon les éditions Chantal et son cousin Louis Vaquer, qui
voilà, les éditions Chantal, c'est une couverture pour imprimer des faux papiers pour la résistance, pour procurer des faux papiers aussi aux gens qui essaient de passer en Espagne. Et les éditions Chantal, en fait, sont liées au réseau de résistance Berthaud à Toulouse. Donc, voilà, et il y a aussi toute une histoire d'aviateurs autour de ce réseau. Voilà. Donc, un épisode aussi marquant dans sa vie. Elle retourne ensuite dans la région parisienne. Elle recevra, bon, elle est reconnue à l'époque, c'est vraiment, elle a une activité extrêmement importante. Elle tient des rubriques dans des magazines, elle tient une rubrique dans une émission radio aussi. Elle est surnommée donc la femme au sang roman, même si elle en a écrit beaucoup plus. Elle a des activités syndicales aussi, elle est vice-présidente de la Société des gens de lettres, et elle œuvre vraiment pour la défense de ces écrivaines, pour leurs droits sociaux aussi. Et elle est faite chevalier de la Légion d'honneur en 1954. Donc voilà, c'est une femme pleine de réussite. Et elle a gardé un lien avec Narbonne, où son père, qui était courtier en vin, s'était installé. Et voilà. Et donc, en 1986, c'est à Narbonne qu'elle rend son dernier souffle, même si une bonne partie de sa vie s'est passée en région parisienne. Voilà, in extremis, elle reçoit en 1985 le prix Paul Féval de la littérature populaire. Donc voilà, Magali Jeanne Philbert, c'est une femme exemplaire, moi je trouve, qui a échappé par son dynamisme et par son talent d'écriture à un chemin tout tracé pour vivre finalement la vie qu'elle souhaitait et dans le milieu culturel auquel elle aspirait. Et c'est finalement cette liberté qu'elle utilise par rapport aux représentations communes de son temps, que je trouve absolument remarquable et qui est un véritable exemple. Alors, il n'y a pas pour l'instant de plaque sur sa maison natale à Limoux, mais voilà, c'est peut-être une suggestion à faire. Alors, dernier profil dont je voulais vous parler. Après une femme institutrice, après une femme de lettres, la première femme préfet. Et donc là, c'est tout à fait remarquable aussi. Alors, elle a été nommée préfet en 1981, et vous savez que la fonction de préfet, voilà, elle a été créée par Napoléon en 1801, enfin par le consulat, en 1801. Donc, si je compte bien, 180 ans après les hommes, on a jugé une femme digne d'être préfet, quand même, enfin, d'occuper cette fonction. Alors, elle récusait absolument le titre de préfète, parce que, disait-elle, la préfète, non, c'est la femme du préfet. Eh oui, elle a raison. Donc, elle voulait qu'on l'appelle Madame le préfet, parce qu'elle incarnait une fonction. Et donc, elle avait un sens de l'égalité fort. C'est une pionnière parce qu'elle ouvre aux femmes un chemin et un accès aux hautes fonctions publiques après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en 1945, vous le savez, c'est la création de l'ENA par le gouvernement provisoire de la République française, dirigé alors par De Gaulle. Donc, création de l'ENA qui correspondait à la nécessité de refondre l'administration française, qui avait été quand même Bref. Donc, elle, Yvette Brunetière-Chassagne, là aussi, bon, Brunetière, c'est son nom de jeune fille, Chassagne, c'est son nom de femme mariée. Donc, Yvette Chassagne, elle intègre l'ENA, la troisième promotion de l'ENA, la promotion Jean Moulin, en 1948-1949. Voilà. Et c'est l'événement, elle, qui a marqué sa vie, finalement, c'est la guerre et l'occupation. Alors, en 1940, elle est toute jeune, elle est étudiante, elle est passionnée d'archéologie,
et elle se dirige tout tranquillement vers des études de lettres. Voilà. Bon, elle est étudiante à l'université de Bordeaux. Elle est issue d'une famille de la bonne bourgeoisie bordelaise. Et son père est résistant. Et donc elle aussi, elle va entrer dans la résistance, d'abord en tractant, en distribuant des tracts à l'université. Et ensuite, elle accepte une vacation à la préfecture de Bordeaux pour pouvoir à la fois transmettre des informations, mais procurer des faux papiers. Voilà. Et la préfecture de Bordeaux est dirigée par Maurice Papon. Elle témoignera d'ailleurs au procès Papon en 87. Voilà. Et elle intègre le réseau Daniel Mayer, auquel appartient d'ailleurs un audois, Francis Valls. Ça va être le fondement, enfin ce lien-là, le fondement d'une grande amitié entre Yvette Chassaigne et Francis Valls. Et c'est ce qui va amener Yvette Chassaigne à acheter une maison de vacances du côté de Saint-Pierre-la-Mer et de passer tous ses étés, même si elle a une vie professionnelle parisienne, passer tous ses étés dans l'Aude. Voilà. Et plus tard, prendre sa retraite dans l'Aude. Donc, elle appartient au réseau Daniel Mayer, et puis elle sera agent de renseignement. Et elle est toute jeune, hein, elle a une vingtaine d'années, quelle audace. Hein. Agent de renseignement pour le groupe Jade Amicole qui a été mis en place par l'état-major allié, enfin interallié plutôt. Voilà, donc un passé de résistante lorsqu'elle intègre l'ENA, et donc ensuite un parcours voilà, aux plus hautes fonctions publiques. C'est une experte en économie et finance. Elle va œuvrer pour la coopération technique avec les États francophones d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on voit qu'elle a une cohorte de médailles ici. Et parmi ces médailles, il y a l'ordre très envié, l'ordre national du Lion du Sénégal. Enfin, elle en a toute une panoplie, hein, mais c'est celui qui fait le plus rêver, paraît-il. Donc, c'est une hyperactive, hein, franchement. Alors qu'elle est retraitée de toutes ses fonctions, elle devient conseillère de Trigano, le président de l'Ariégeois, président du Club Méditerranée. Donc à la retraite, elle a un petit coup de mou quand même à Paris. Donc elle vend ses biens parisiens pour acheter une demeure, une maison à Narbonne. Et là, elle reste active, hein, puisqu'elle elle va se présenter sur la liste Bascou en... la date m'échappe. 91, c'est ça? Je ne sais plus. Et donc, elle va voir, voilà, elle est à la municipalité de Narbonne, mais un peu contrariée parce qu'elle est dans l'opposition. Donc, elle ne peut pas trop travailler sur les dossiers. Mais en tout cas, elle va beaucoup s'impliquer au sein de l'Observatoire pour l'égalité. Et elle va diffuser finalement ce modèle d'une femme au premier rang de l'État. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'elle? Ah oui, sa petite fille m'a rapporté la chose suivante. Elle considérait que filles et garçons devaient être éduqués strictement de la même façon. C'est-à-dire que voilà, son fils a appris la couture exactement comme sa fille, et il a appris aussi à repasser ses chemises, hein, ce qui était quand même assez novateur dans les années 50-60. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mes trois personnages. Je dirais en conclusion que Yvette Chassaigne, elle a vraiment ouvert une voie, elle a été un modèle, hein, finalement. Et on a besoin de ces figures remarquables qui sont des exemples finalement pour les jeunes générations. Je parlais tout à l'heure de ces modèles qui étaient donnés par la Troisième République, ce modèle du grand homme. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de références et de figures féminines. Voilà.
comme par exemple voilà, Olympe de Gouges. Mais voilà, Yvette Chassagne, les femmes dont j'ai parlé, peuvent être de telles figures dans lesquelles les jeunes filles peuvent s'identifier. Je ne pense pas que les jeunes filles de la Troisième République aient pu s'identifier à du Guesclin ou à Diderot. Donc on a absolument besoin de ces figures et il faut les faire émerger des archives. Les femmes ont été trop invisibilisées. Donc il y a une bascule à faire et elle appartient, bon, le travail a été commencé, hein, il doit être continué par nos générations. Et c'est toujours une histoire de représentation. Yvette Chassagne, lorsqu'elle était préfet, les journalistes insistaient sur le fait que voilà, c'était une femme de communication, c'était une femme qui savait organiser des réunions chaleureuses, sympathiques. Enfin, vous voyez, on ramenait toujours finalement la femme préfet à sa féminité. Et on voit que les stéréotypes sont toujours à l'œuvre. Et finalement, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à ces stéréotypes-là, au vocabulaire employé et au fait qu'il faut changer ces représentations pour que les trois acquis perdurent, quoi, et restent une évidence. Alors je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai été très très rapide en fait, j'avais une foule de détails à vous donner, mais je pensais être trop longue, du coup je suis un peu auto-censurée finalement. Et voilà, donc si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Et quelle était la profession de son époux? Alors il était aussi haut fonctionnaire, elle en a divorcé, il a été préfet également, il a été préfet de Lozère, me semble-t-il. Excusez-moi. Juste avant de poursuivre sur les questions, il y a Maria Panquet qui souhaitait intervenir. Sophie. Elle n'a pas pu intervenir au début. Sophie, ouvre le micro. Je vais attendre à faire des questions, mais c'était vous remercier, un immense merci pour ce travail immense que vous avez mené, à la fois dans l'ouvrage Les Audois, sur les Audois, et ce soir sur les rebelles. Merci Laurence pour ce travail mémorial et puis cet héritage que vous mettez en valeur ce soir et que nous mettons en valeur avec les archives départementales. Et je remercie aussi toute l'équipe parce que c'est aussi un de nos engagements dans le cadre du travail des archives départementales, de pouvoir à la fois à travers la programmation, on a fait les journées du matrimoine il y a quelques mois de cela, ce soir c'est Laurence Turetti, il y a encore toute une programmation sur ces femmes, ces audoises dont on peut s'inspirer aujourd'hui et qui sont à mon sens très très importantes dans notre histoire et dans les modèles, ces modèles dont vous parlez pour les futures générations et pour la mienne aussi, et à travers aussi cette campagne de reconnaissance justement des femmes qui sont déjà au sein de nos archives départementales, mais qui sont aujourd'hui sous le nom de leur mari. Ce travail-là est déjà mené par les archives départementales ici, et c'est toute une campagne parce que jusque-là ça n'a pas été mené, et nous en avons déjà beaucoup. Maintenant, à nous de les mettre en valeur, de les mettre en lumière. Et c'est pas simple. Mais sachez que voilà, c'est un travail quotidien que nous menons, c'est un engagement que nous avons pris, et à titre personnel, en tant que jeune élue, je mesure aussi la chance qui est la mienne de pouvoir faire partie aujourd'hui d'une équipe qui intègre les femmes et d'une génération aussi qui a beaucoup évolué depuis, même si le combat continue. Merci à tous. Alors, je me suis efforcée dans les portraits masculins de mettre en valeur aussi la part que ces hommes doivent à leurs femmes ou à leurs sœurs. C'est le cas par exemple de Paul Sabatier. Paul Sabatier, il a été élevé par sa sœur aînée, qui était brillante en fait. Elle a appris le latin, le grec pour le lui enseigner. Et je pense qu'il n'aurait peut-être pas eu le parcours aussi remarquable qu'il a eu sans sa sœur. Peut-être, hein, c'est une supposition, mais en tout cas ça a dû aider. Et je pense qu'on oublie trop souvent que voilà, derrière un sculpteur comme René Hichet, il y a sa femme Rosa Achard, par exemple. Et c'est le cas pour de très nombreux profils. Et souvent, c'est le cas pour les artistes. Hein. C'est difficile d'émerger en tant qu'artiste.
Mais bien souvent, alors c'est le titre d'un livre que je viens de lire, qui a été écrit par une autrice montpelliéraine, et elle a raison, il y a plus inconnu qu'un artiste, c'est sa femme, hein, c'est la femme de l'artiste, qui est elle aussi généralement artiste, mais qui met entre parenthèses son potentiel et ses qualités, et elle cite l'exemple du couple Delaunay, pour voilà, mettre en valeur le travail de son époux. Elle se cantonnant à des, comment dire, à un art qui va être rémunérateur. Voilà. C'était le cas de Sonia Delaunay, fabriquant par exemple des tissus, voilà, quelque chose qui est rémunérateur pour aider à la carrière plus noble, on va dire, de son époux. Donc derrière l'homme, il y a souvent la famille, en tout cas, sa femme, sa compagne, sa sœur. Vous pouvez remettre le visuel du début, s'il vous plaît, où on voyait toutes les femmes? Merci. Alors, la plus ancienne, la doyenne là, de toutes ces femmes, c'est Françoise de Sézely, la Leucatoise, parce qu'elle a défendu la place forte de Leucate, et elle ressurgit au XIXe siècle, parce qu'on l'appelle la Jeanne d'Arc du Languedoc. Voilà. Alors ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a gardé sa mémoire à cause de son fils finalement. L'un de ses fils était religieux et était ami avec un autre religieux qui a écrit un livre des femmes valeureuses, des femmes, je ne sais plus, j'ai oublié tout d'un coup le titre, donc dès le XVIIe siècle. Hein. Un livre qui a beaucoup circulé dans les institutions jésuites, donc il a été beaucoup lu aussi. Et parmi toutes ces femmes valeureuses, il cite Françoise de Sézely. Donc la mémoire s'en est ainsi transmise. Alors, Elisa Roberta, ah oui, alors oui, alors, bon, là, donc, ce livre, c'est vrai que c'est un prétexte. Bon, j'aime beaucoup mon département, hein, c'est mon département natal, tout ça, mais là, vous sentez que je vais dire une lâcherie. Bon, j'adore les paysages de l'Aude, j'adore l'histoire de l'Aude, très riche, tout ça, mais je trouve que parfois, enfin pendant longtemps, je veux dire pendant mon adolescence, voilà, on a beaucoup focalisé sur la période médiévale, sur les châteaux cathares, enfin sur des clichés, et je crois que je suis toujours en lutte contre les clichés et les stéréotypes. Et moi j'avais envie de raconter d'incarner l'histoire de l'Aude à travers ces portraits, et d'aborder une autre période qui est le 19e et le 20e siècle, qui sont mes périodes favorites parce qu'elles expliquent le temps présent. Et voilà. Et donc j'avais envie d'aborder des périodes de l'histoire qu'on oublie un peu, comme par exemple l'épisode de la retirade. Et donc Elisa Reverter, elle est là parce qu'elle a écrit un journal. Alors il n'y a pas son portrait dans le livre, hein, mais je la mentionne simplement dans un autre portrait. Elle a écrit un journal alors qu'elle était, est-ce qu'on peut dire réfugiée? Oui, réfugiée au camp de Montazel, Cuisa. Voilà. Et donc elle tient un journal de ce qui se passe dans ce camp, des conditions indignes qu'ils connaissent. Voilà. Et donc je les cite. Voilà, c'était vraiment pour avoir une femme de plus, hein, honnêtement. Voilà. Alors Yvonne Gisclarco pour son activité de sculptrice. Félicité Prader, mort Prader, qui a été complètement oubliée. Alors c'était la Lady Gaga de l'époque, hein, une star absolue du Paris romantique. Vraiment, une chanteuse exceptionnelle. Une enfant de la balle, hein, ses parents étaient dans le monde du théâtre aussi, son père était directeur de théâtre. Et elle est morte sans descendance, et elle est morte à Montbéliard. Et du coup, sa mémoire a un peu échappé à notre département. La chanteuse, je félicite.
Et Cérès Franco, alors elle, c'est une sacrée rebelle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Cérès Franco, mais elle est d'origine brésilienne, elle est née dans une famille de grands propriétaires terriens. C'est la raison peut-être pour laquelle elle s'appelle Cérès, hein, la déesse des moissons. Et donc elle part très vite à New York, parce où elle fait des études d'art. Elle rompt un peu avec sa famille quand même. Puis on la retrouve à Paris, où elle est galériste. Elle a l'œil quand même, hein, parce que sa galerie est installée rue Quincampoix, pas très loin du futur centre Beaubourg. Donc elle va être au cœur de cet art nouveau qui est l'art primitif. L'art brut. L'art brut, ça y est, je ne trouve plus mes mots. L'art brut, voilà. Et voilà, et elle se retrouve dans l'Aude tout à fait par hasard. Elle cherche un endroit où mettre sa collection. Elle va s'installer à La Grasse. Et puis voilà, enfin, je vais vous raconter l'histoire, vous la connaissez, elle est assez récente cette histoire-là, finalement. Hein. Il y avait un projet de musée sur Carcassonne, puis finalement ce sera Montaulieu, et on aura un très très beau centre d'art à Montaulieu. Alors, 50 portraits, c'est peu, hein, finalement. Et vous verrez que ce sont des portraits assez courts, hein, qui font 4-5 pages. Et franchement, en 4-5 pages, on ne peut pas rentrer toute une vie. Mais l'idée, c'était à la fois de rendre hommage à ces parcours de vie et de rendre hommage à ce département qui a une riche histoire. Voilà. Et alors, vraiment, il en manque beaucoup. Franchement, il y a beaucoup de... J'aurais voulu mettre une centaine de portraits, enfin en faire beaucoup plus, mais voilà, mon éditeur a dit non, 50 et pas plus. Voilà. Donc c'était vraiment... j'avais 80 noms, je crois, plus que ça, mais voilà, c'était difficile de choisir. Pas de choisir, d'exclure en fait, parce que mon choix il était d'emblée sur la liste. Mais je crois que ce qui réunit tous ces profils, c'est un engagement humaniste, hein, c'est-à-dire leur contribution à améliorer les choses dans la société. Voilà, c'est ce regard-là que je trouvais très réconfortant dans la période dans laquelle on vit, qui est finalement assez inquiétante. Et je trouve que ces personnes-là qui ont traversé des temps difficiles, des temps de guerre, des temps où les choix étaient vraiment importants à faire et décisifs, eh bien, voilà, ils ont fait des choix qui les honorent. Donc Benjamin Crémieux, René Hichet, dont j'ai déjà parlé, des parcours très, très attachants. Mais bien sûr, il en manque beaucoup qui devraient aussi être là. Albert Gau. Non, oui. S'il vous plaît, la sculptrice Gis Clercot, elle était parente avec l'écrivain Jean Caux ? Oui, il y a un lien de parenté. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, voilà, mais oui, il y a un lien de parenté. Ah oui, puis de jolies découvertes. Jean Eustache, hein, donc le cinéaste de la Nouvelle Vague, et son lien à Narbonne. J'ai beaucoup aimé découvrir ça et raconter ce lien-là. Bon, enfin, je ne vais pas passer en revue, vous les découvrirez. Le Camboroc aussi, Jean Camboroc, j'aurais vraiment aimé le connaître. J'aurais pu d'ailleurs, parce que j'ai un âge suffisamment avancé pour l'avoir rencontré, mais voilà, il y a des rencontres qui ne se font pas, c'est dommage. Mais quelle énergie il devait avoir, quoi. Et une vision de la vie très positive et très joyeuse, me semble-t-il. Voilà, j'aurais bien aimé le connaître. Merci beaucoup de votre attention.